Depuis quelques années, les séries télévisées ont pris une place très importante, grâce notamment à l'émergence de plateformes comme Netflix, Disney+, ou encore Amazon, qui injectent un pognon monstre dans leur production, allant jusqu'à atteindre 465 millions de dollars de budget pour une saison consacrée à la série du Seigneur des Anneaux, équivalent à 60 millions de dollars par épisode, pour une saison de 8 épisodes, dépassant le budget le plus important au cinéma, qui est détenu, à ce jour, par Star Wars épisode 7, qui allait jusqu'à 447 millions. Aujourd'hui, la différence entre une série et un film n'est plus aussi importante que par le passé, devenant pour certaines des productions similaires en termes de budget, mais également de moyens mis en œuvre pour les réaliser, créant un réel fil entre les épisodes pour avoir une évolution constante de l'histoire et des personnages, mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là, et énormément de séries jusqu'alors avaient un budget extrêmement limité et étaient vues par le monde du cinéma comme de seconde zone, et les acteurs qui jouaient dans ces séries comme des ratés pour n'avoir pas réussi à percer dans le cinéma. Alors qu'aujourd'hui, certains acteurs et actrices passent de l'un à l'autre avec beaucoup moins de difficultés qu'autrefois, où la télévision avait cet effet, dans sa majorité, à cantonner ses acteurs au petit écran et ne pouvait rêver du grand. Les séries ont vu leur émergence dans les années 50, et les premières séries à avoir eu de succès sont par exemple notre fantasque Zorro, réalisé par le studio Disney, qui s'était lancé sur autre chose que l'animation pour l'occasion. Bien entendu, ce n'est pas la seule à avoir marqué des générations. On peut aussi citer Les Mystères de l'Ouest, qui nous plongent dans le monde du western, le duo de chapeau melon et bottes de cuir pour résoudre toutes sortes de mystères, ou encore Ma sorcière bien-aimée avec notre sorcière préférée de ces années-là. Même si ces séries ont marqué, ont plu ou ont eu une certaine réussite, on reste dans un format assez classique, où la plupart des épisodes se suffisent à eux-mêmes, par une intrigue par épisode qui se termine en 50 minutes maximum, sans aucun fil rouge ou presque, entre les épisodes pour nous raconter une histoire plus globale et un suivi des personnages plus approfondi. Je ne dis pas que c'est mal. J'ai par exemple moi-même adoré des séries comme L'Agence Touriste quand j'étais petit. Mais c'est vrai que ça manquait globalement d'un suivi, qui aurait pu être salvateur et aurait donné plus d'épaisseur à toutes ces séries qui ont bercé notre enfance. C'est dans les années 90 que cette tendance a été plus que marquée pour avoir des séries plus poussées sur le suivi de l'histoire et des personnages, et notamment grâce à la trilogie du samedi. Ah, la trilogie du samedi. J'en ai passé des samedis à regarder Charmed, Buffy contre les vampires ou encore Smallville. Parfois certaines étaient le vendredi soir également, et j'ai jamais compris la programmation de M6, mais j'avais un rendez-vous que je ratais rarement pour suivre toutes ces séries avec plaisir, et c'est grâce à ça que les séries, entre autres, ont pris une part plus importante et ont réussi à capter l'attention de leurs téléspectateurs. Et dans cette vidéo, qui était également présente dans la trilogie du samedi, on va donc parler de la série qui nous intéresse, Stargate SG-1. Je précise que contrairement à Alerte à Malibu, je ne ratais pas un épisode de Stargate SG-1, et j'ai même vu les rediffs qui passaient par la suite le dimanche, pour pouvoir me les remater quelques années plus tard. Donc vous vous doutez que c'est une série que j'ai aimée et que j'apprécie fortement, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons du commencement, le film Stargate, La Porte des Étoiles. Avant d'être une série, Stargate est un film qui est sorti en 1994 au cinéma, et est l'ouverture de l'univers aux spectateurs. Le film a reçu des critiques mitigées, voire défavorables, mais malgré ça, les spectateurs sont au rendez-vous et le film est un succès commercial. Le film raconte la découverte de la Porte des Étoiles, une sorte d'halo géant qui ouvre un vortex vers un autre monde à travers toute la galaxie, pouvant donc explorer une planète et découvrir un nouveau peuple. La première planète où notre équipe pose ses pieds est la planète Abydos, un peuple très similaire à l'Égypte ancienne, et il découvre que le maître des lieux serait un dieu nommé Ra, et qui serait un maître Goa'uld, une sorte de parasite régnant sur de très nombreuses planètes. Et c'est ainsi que le docteur Daniel Jackson et le colonel Jack O'Neill avec un seul L font connaissance avec un peuple inconnu. Je ne vais pas m'étendre sur le film plus longtemps, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais il fait suite directe à la série, donc je devais bien en dire quelques mots. Un an après la fin du film, une attaque est commise par des soldats ressemblant fortement aux soldats de Ra par la Porte des Étoiles, et le général Hammond veut envoyer une bombe atomique pour la deuxième fois sur la planète Abydos, et c'est là que le colonel Jack O'Neill, avec 2 L, Très bien. Si vous tenez à écrire votre article, je veux être certain qu'il n'y ait aucun oubli. C'est O'Neill, avec 2 L. Il y a un autre colonel O'Neill avec un seul L et il n'a aucun sens de l'humour.
avoue à son supérieur qu'il n'a pas fait péter la bombe et que le docteur Daniel Jackson garde la porte de la planète Abydos, et c'est ainsi qu'il découvre qu'Abydos n'est pas la seule planète qu'on peut visiter avec la porte des étoiles, et que d'autres mondes sont visitables, et qu'il existe plusieurs Goa'uld à travers la galaxie, et c'est ainsi qu'ils se feront plein d'amis, mais également de puissants ennemis. Maintenant qu'on est rentré dans le vif du sujet, et qu'on a posé les bases, qu'est-ce que ça vaut Stargate SG-1 en 2025 ? La série a débuté en 1997 et compte 10 saisons, avec un final en 2 téléfilms en 2008, une longévité de plus de 10 ans. On suit donc les aventures de Jack O'Neill, Daniel Jackson, de Samantha Carter, une scientifique, et de Teal'c le Jaffa, qui décide de suivre les Terriens pour combattre les Goa'uld et s'en débarrasser définitivement. Il y a d'autres personnages récurrents, que ce soit le général Hammond ou Janet, la responsable de l'infirmerie de la base, mais auront des rôles beaucoup moins impactants. Le succès de la série repose principalement sur le lore et l'histoire, mais également sur le colonel Jack O'Neill, qui fait à lui seul, de mon point de vue, 50% du succès, et on verra que son absence se fera sentir. Le personnage qui est joué par Richard Dean Anderson, qui incarnait Angus dans la série MacGyver, le bricoleur le plus connu du monde, a su plaire et captiver l'attention des téléspectateurs. Un militaire humain qui a le sens du devoir, qui n'abandonne jamais l'un de ses hommes, qui a toujours un bon mot, une bonne blague, qui offre parmi les meilleures scènes de la série, et fera un très bon duo avec Teal'c, qui lui est d'aspect froid, sans émotion, et donnera lieu à quelques scènes drôles par le contraste entre les deux personnages, ainsi que des silences bien mis en scène. Et que ce jour ne se répète encore. Mais vous vous rendez compte que c'est un peu difficile à accepter pour moi? Et s'il n'y avait que moi, je serais d'accord. Mais vous oubliez Teal'c. C'est vrai, est-ce qu'il a une tête d'illuminé? Mauvais exemple. Vous l'aurez compris, Jack joue un rôle extrêmement important, n'incarnant pas qu'un personnage principal, mais donne de la place aux autres, et on suivra aussi la série, parce qu'il y a le colonel Jack O'Neill, de mon point de vue, l'un des meilleurs personnages de série que j'ai pu voir. Les deux seront accompagnés de Daniel Jackson, qui jouera le rôle de tampon, de puits de connaissance par ses études d'archéologue, ainsi que de Samantha Carter, qui jouera le rôle de la grosse tête de la série, qui met au point des technologies poussées, et aura aussi le rôle de personnage compatissant, même si le quatuor est assez similaire sur ce point. Les personnages de la série, leur alchimie, que ce soit par leur complicité ou par leur différence, sera un point important de Stargate SG-1. Si vous regardez les premiers épisodes de la série, vous pourrez vous faire la réflexion que la série n'a pas mis les moyens en termes d'effets spéciaux et de visuels, mais avant de mettre les moyens, la production devait savoir si la série aurait du succès. Et ça a été le cas, et le côté un peu cheap et vieillot de la première saison disparaît dans la seconde, offrant des effets spéciaux très réussis et assez novateurs pour l'époque. À l'échelle d'une série, je veux dire, sachant qu'en moyenne, ils dépensaient 400 000 $ par épisode rien que pour ça, ce qui est colossal. Il faut bien l'avouer, même en 2025, l'effet de l'ouverture de la porte des étoiles avec son halo bleu fait toujours son petit effet, ou les batailles spatiales, alors que la série a bientôt 30 ans. C'est la première chose qui saute aux yeux, la qualité de ce qu'on voit à l'image. On s'en rendait pas vraiment compte à l'époque, on voyait bien que c'était cool, réussi, mais pas à ce point. Seul le temps nous a offert l'opportunité de pouvoir le constater. Le lore a également grandement contribué au succès, reprenant les mythes terriens pour les coller aux Goa'uld, les grands méchants de la série, qui sont vaniteux, très méchants, assez caricatural, faut bien l'avouer, mais c'était voulu pour avoir un comique de situation et de certains bons mots pour faire sourire le téléspectateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de la saga, mais on se plaît à suivre les périples de nos personnages, des ennemis qu'ils affrontent, des rebondissements parce qu'il y en a, et de voir comment va évoluer cette lutte pour la survie de la Terre qui aura de puissants ennemis à leur porte. La série arrive donc à marquer de son empreinte pour en faire une série de science-fiction qui a marqué les esprits, et qui fait partie des meilleures, par un visuel aux petits oignons, par l'univers qui gagne en profondeur et en intelligence d'épisode en épisode, et par l'évolution de leurs personnages, tout en mélangeant la formule des anciennes séries, avec des épisodes qui se suffisent à eux-mêmes, comme autrefois, mais qui seront malgré tout intéressants à visionner. Pour exemple, l'épisode de la saison 4 de La Journée sans fin, qui fait partie des épisodes les plus drôles et les plus réussis. Je tiens à préciser malheureusement qu'il n'y a pas de marmotte dans cet épisode, mais pas de panique, faites-moi confiance, vous allez bien vous amuser alors que ce genre de procédé, de La Journée sans fin, de nos jours, est quelque chose de très connu. Mais la version de Stargate SG-1 fait partie du haut du panier, je vous le garantis. Vous aurez compris par mes mots que la série a beaucoup de choses pour plaire, même si on n'est pas un passionné de SF comme moi,
mais c'est probablement son côté décalé qui m'aura plu et fait adorer cette série. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que la série a des défauts ? Malheureusement, comme toute série, oui. Tout d'abord, même si c'est pas un énorme défaut, certains épisodes sont en deçà par rapport à d'autres, même s'il n'y a pas d'épisodes mauvais, disons que certains sont limite passables, notamment dans la première saison, mais j'ai envie de dire que c'est inhérent à des séries à 20 épisodes ou plus. Il faut rappeler que c'était le standard dans ces années-là, alors qu'aujourd'hui, on a des saisons de 6, 8 ou encore 10 épisodes. Les saisons ne sont plus aussi longues, et avec autant d'épisodes par saison, il y a plus de chances de faire des épisodes pas foufou pour boucler la série. On voyait que le manque d'idées se faisait sentir par moments, et perso, j'avoue que beaucoup d'épisodes qui se passent sur Terre ne sont pas incroyables, à part exception. On peut aussi parler du postulat de base dans la série, qui fait que la plupart des peuples des planètes que SG1 visite parlent anglais. Mais peut-on leur en vouloir ? Je pense que ça aurait été très chiant et très redondant de voir des explorateurs essayer de communiquer avec le peuple de la planète, par des gestes et compagnie. Ça aurait nui au déroulé de l'épisode et de la compréhension. Donc j'imagine qu'ils auraient pu pousser davantage la chose avec plus d'épisodes sur des peuples qui parlent des dialectes inconnus. Ça arrive dans la série, je vous rassure. Le dernier point, et non des moindres, c'est la fin de la série. Et que pour le coup, c'est probablement le plus gros point noir. La qualité est présente, les effets spéciaux aussi, on s'attache au personnage, on apprécie ce qu'on voit, mais le perfect n'est pas présent, et comme beaucoup trop de séries malheureusement, la série n'a pas une bonne fin. Je parle de bonne fin, mais elle n'a pas vraiment de fin car la série a été arrêtée à la fin de la 10e saison pour une question de budget. Le succès était probablement moindre à la fin, mais cela s'explique par le rôle moins important que jouait l'acteur Richard Dean Anderson à partir de la saison 7, si je dis pas de bêtises, et par le fait qu'il ne soit plus là à la saison 9 et 10, ce qui, comme je l'ai dit, était l'un des points forts de la série, et que son absence pour raisons personnelles a mis à mal la série, la voyant disparaître seulement 2 saisons après son départ. Il faut avouer que les 2 dernières saisons sont vraiment en dessous. En dehors de l'absence de Jack O'Neill, la saison manque de peps, d'intérêt, et les nouveaux ennemis surnommés les Ori, qui se prennent pour des dieux. Ah tiens, ça me rappelle une rengaine qu'on a déjà entendue. La série a eu du mal à se renouveler, à faire prendre la nouvelle sauce, et la série n'a pas vraiment de fin, chose qui sera faite via les téléfilms. On aura une conclusion sur l'arc Ori. Stargate SG1 a aussi permis la création de 2 autres spin-offs. Stargate Atlantis, reprenant le mythe de l'île perdue, qui aura réussi à proposer quelque chose de différent même si on garde le même ADN, et proposer pour le coup des méchants très différents même si le but premier est de dominer la galaxie, une rengaine qu'on commence à bien connaître. Et la deuxième sera Stargate Universe, qui mettra en avant les portes des étoiles, comment elles ont été disposées à travers la galaxie et par qui. Une série très différente des 2 premières, beaucoup plus lente, qui est moins dans l'action mais dans le suspense, et par ses changements trop brutaux ne convaincra pas les téléspectateurs et se verra arrêter au bout de 2 saisons, avec un cliffhanger à la clé pour couronner le tout. Pour ceux qui ne savent pas, le terme cliffhanger désigne le fait de laisser la fin de la saison dans le flou et devoir attendre la prochaine pour savoir, mais la série n'ayant pas eu de saison 3, c'est un cliffhanger éternel, et pour ça, on ne les remerciera pas. Depuis 2011, la franchise est en veille et quelques tentatives ont été tentées, notamment avec une trilogie en lien avec le premier film qui devait voir le jour en 2017, mais finalement a été annulée, et malheureusement depuis maintenant quasiment 15 ans, la franchise n'est pas revenue sur le devant de la scène. Pourtant, c'est un univers riche, offrant la possibilité à d'autres projets, et espérons que ça revienne dans le futur. Pour conclure cette vidéo, la série Stargate SG1 aura marqué de son empreinte les années 90 mais également au-delà, et réussi à remettre en avant le genre science-fiction, probablement la meilleure des productions par rapport à d'autres séries, qu'elles soient d'hier ou d'aujourd'hui. Si jamais vous avez une idée de série que je pourrais traiter, parce que vous l'adorez ou parce qu'elle serait intéressante, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ne vous garantis pas qu'elle le sera, surtout si vous me proposez une série à 40 saisons comme Lost par exemple, sachant que j'ai vu aucun épisode, ça risque d'être difficile. Pour terminer en beauté, je vous laisse avec le générique culte de la série, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.